Bonjour, bienvenue sur cette nouvelle vidéo qui concerne la spécialité Humanité, Littérature et Philosophie. C'est un cours qui s'insère dans la deuxième partie du programme, l'Humanité en question, et dans la sous-partie L'humain et ses limites. Le titre est Critique philosophique des conceptions qui fondent la technoscience, et c'est la première partie. Alors, les philosophes vont critiquer les conceptions de la technoscience, et cette critique porte sur deux conceptions. La conception que la technoscience se fait de la nature et la conception que la technoscience se fait de l'être humain. Dans cette vidéo, je présenterai seulement la critique que font les philosophes de la conception que se fait la technoscience de la nature. Je me sers tout d'abord d'un article de Maud Corrieras qui a été publié sur le site iphilo.fr en juin 2020 et qui s'appelle « L'homme 2.0 pourra-t-il mettre fin à sa propre finitude ?» Entre autres choses dans cet article, voici ce que nous dit l'auteur. Et on peut comprendre la nature à partir de l'automate chez Descartes, le vivant comme l'artificiel se réduisant aux lois de la physique et du mécanisme de la nature, se trouve être de même nature. Depuis le XVIIe siècle, sous l'influence de philosophes et de scientifiques tels que Descartes en France ou Galilée en Italie, on a commencé à concevoir la nature comme une machine, d'où le mot de mécanisme dans cette citation. Ça veut dire que pour interpréter les phénomènes naturels, par exemple le fait qu'il pleuve, qu'il y ait un arc-en-ciel, qu'il y ait un tremblement de terre, etc., on va utiliser les lois de la mécanique. Par exemple, on va parler de mécanique céleste pour décrire scientifiquement le mouvement des planètes autour du Soleil. Cependant, cette conception ne s'applique pas que à la nature et aux phénomènes naturels inertes, mais elle s'applique aussi aux êtres vivants, et même pas seulement aux animaux, mais aussi à l'être humain. Autrement dit, pour comprendre comment fonctionne le corps des êtres vivants et comment fonctionne le corps de l'être humain, on va appliquer les lois de la mécanique. On va faire comme si c'était une machine pour les comprendre. Donc on va faire comme si le cœur, les vaisseaux sanguins, les os, les tendons, etc. étaient des rouages, des boulons, etc. Dans un deuxième article de Pierre Dulot et Guillaume Morano, publié toujours sur le site de iphilo.fr en novembre 2020 et intitulé, d'après le titre de leur livre, L'âge du Minotaure, penser la technique, voici ce qu'on peut lire. Ce sont ces frontières fondamentales qui se trouvent aujourd'hui remises en cause. Que le corps végétal devienne animal, que le corps animal devienne végétal, que le corps humain devienne robotique ou que le corps robotique devienne humain, chaque corps vient à présent se fondre dans tous les autres dans une situation de confusion ontologique généralisée. Qu'est-ce que ces auteurs essayent de nous dire ? Ils essaient de nous dire que les frontières qui ont toujours existé entre le végétal, l'animal, l'humain et la machine sont aujourd'hui brouillées, puisque, souvenez-vous, nous concevons à la fois le végétal, l'animal et l'humain comme une machine. Donc on met tout sur le même plan. Mais ce n'est pas seulement une question de conception, c'est aussi une question de manipulation. Aujourd'hui, nous sommes capables d'hybrider l'animal avec le végétal, l'humain avec l'animal ou la machine avec l'humain. C'est pour ça que ces auteurs ont appelé leur livre « L'âge du Minotaure », puisque le Minotaure est mi-animal, mi-humain. Nous tombons donc dans ce qu'ils appellent une situation de confusion ontologique généralisée. L'ontologie, c'est quand on étudie les êtres. Les végétaux, les animaux, les humains sont des êtres, des entités bien distincts. Eh bien, aujourd'hui, comme on peut les hybrider, on a un mélange, une indistinction, une confusion entre ces différents types d'êtres. Une confusion entre la machine et l'humain, entre l'animal et l'humain, entre le végétal et l'humain. Alors comment est-ce qu'il est possible d'hybrider le végétal avec l'animal avec l'humain ou l'humain avec la machine ? Eh bien, c'est possible si on déstructure ces organismes pour les réduire à leurs informations de base, pour les réduire à la plus petite structure basique qui va former en fait ces organismes très complexes. Par exemple, on va déstructurer les organismes vivants pour les réduire à leur ADN.
Et comme chez les végétaux, chez les animaux et chez les êtres humains, la base, c'est l'ADN, à partir de là, en manipulant l'ADN, on peut hybrider l'animal avec l'humain, l'animal avec le végétal. Alors, comme on déstructure ces différents êtres, ces différents organismes pour les réduire à leurs informations de base, on a donc une réduction, c'est-à-dire un amoindrissement, une perte. Donc on est bien dans une critique, c'est négatif. Et du coup, ce qu'on perd, entre autres choses, c'est la dignité de l'être organisé. Effectivement, les végétaux, les animaux et les êtres humains ont tous un ADN. Ils n'ont pas le même ADN, mais ils en ont tous un. Mais cet ADN va servir à développer et à organiser différemment leur corps. Et on perd en fait cette distinction entre les corps organisés et leur dignité propre, et notamment évidemment la dignité de l'être humain, qui est un être organisé très différent par exemple d'un végétal ou de certains animaux. Dans un dernier article de Julien de Sanctis, toujours sur le site iphilo.fr, publié en octobre 2017, qui s'intitule « Sommes-nous vraiment déjà devenus des cyborgs ?», nous pouvons lire ceci. Heidegger affirme que la spécificité de la technique moderne est arraisonnante. L'arraisonnement désigne un rapport au monde où celui-ci est conçu comme fond disponible. Autrement dit, il s'agit d'un rapport de domination, de prédation. Ce que l'auteur veut ici nous expliquer, c'est qu'il y a une différence entre la technique ancienne et la technique moderne, les nouvelles technologies. Avant, avec la technique, l'être humain pouvait se servir de l'énergie naturelle, mais en devant quand même se soumettre à son rythme. Par exemple, on va utiliser le vent qui va souffler dans les voiles d'un navire pour faire avancer le navire, mais on reste soumis au rythme de cette énergie naturelle qu'est le vent. C'est-à-dire que s'il n'y a plus de vent, le bateau n'avance plus, s'il y a trop de vent, le bateau va avancer trop vite, etc. La technique moderne, elle, va extraire l'énergie naturelle de son milieu et va l'accumuler pour la libérer quand on en a décidé. C'est par exemple ce qui se passe avec l'énergie solaire ou l'énergie nucléaire. On l'extrait de son milieu, on l'accumule et après on peut la libérer quand on veut. On a de l'électricité quand on veut, on peut la libérer sous forme d'une bombe quand on veut, etc. Arraisonner, ça veut dire immobiliser un bateau pour le fouiller de fond en comble. Donc on voit bien que la technique moderne a un tout autre rapport à la nature que la technique ancienne. La technique ancienne devait encore se soumettre, devait encore respecter la nature et son rythme. La technique moderne soumet la nature. Elle n'est plus soumise au rythme de la nature, mais elle soumet la nature. Elle oblige la nature à suivre son rythme et elle a un rapport donc non seulement de domination, mais aussi de prédation, c'est-à-dire qu'elle va extraire, elle va prendre dans la nature ce qui l'intéresse pour l'utiliser ensuite. Alors cet auteur nous explique que non seulement notre rapport à la technique a changé, mais en plus la technique elle-même modifie notre rapport au monde. Alors il y a plusieurs rapports que la technique induit et qui modifient notre rapport au monde, ce qui nous prouve que la technique n'est pas juste neutre. On ne peut pas dire que les objets techniques que nous utilisons sont seulement des moyens neutres et que c'est nous qui décidons totalement de ce qu'on va en faire. Ils induisent certains rapports de notre part. Alors voici les exemples que donne cet auteur. Il parle tout d'abord du rapport de l'incarnation. C'est par exemple des technologies qu'on porte ou qui sont incorporées sur nos corps, donc par exemple les lunettes. Le rapport d'altérité, ça c'est quand les objets techniques font partie du monde autour de nous, comme par exemple les ordinateurs, les distributeurs de billets. D'un rapport herméneutique, l'herméneutique c'est quand on interprète, donc ce sont tous les objets techniques qui nous permettent de voir le monde différemment, comme l'IRM, le scanner, les radios, les échographies. Et enfin d'un rapport d'arrière-plan, quand les objets technologiques vont façonner notre environnement sans que nous nous rendions compte, par exemple comme le thermostat qui va déclencher les radiateurs pour qu'il y ait une certaine température dans la maison sans que nous ayons rien à faire puisqu'il est programmé pour ça. Ce qui intéresse surtout notre auteur, ce sont les deux derniers rapports qui sont en fait des rapports éthiques, moraux, qui vont concerner le bien et le mal. Ils se subdivisent en deux. La technique n'est pas neutre, la technique va induire
un certain rapport éthique au monde. Premièrement, parce que la technique nous incite, les objets techniques nous incitent à agir d'une certaine manière. Ils vont influencer les buts que nous nous donnons en agissant. Donc on ne peut pas seulement dire que nous décidons d'agir d'une certaine manière et nous nous servons d'objets qui sont totalement neutres et passifs. Les objets que nous utilisons ont été conçus pour une certaine action et donc quand nous les utilisons, ils influencent les actions que nous pouvons faire. Et deuxièmement, les objets techniques donc induisent un certain rapport éthique au monde parce qu'ils incarnent des valeurs. Par exemple, si on prend l'objet technique airbag, la valeur qu'il incarne, c'est la sécurité, protéger la vie humaine. Alors, si nous faisons un résumé de ces critiques que les philosophes adressent à la conception de la nature qui fonde la technoscience. Tout d'abord, première critique, les phénomènes naturels et les êtres vivants sont expliqués comme s'ils étaient des machines, donc on est tous sur le même plan. Deuxième critique, il y a un mélange, une confusion entre différents êtres, les animaux, les végétaux et les machines, ce qui induit donc une réduction et une perte de dignité. Enfin, troisième critique, la technique n'est pas neutre dans son rapport au monde et donc les objets techniques vont servir de médiation, ils vont se mettre entre nous et le monde et ils vont influencer notre rapport au monde. Alors pourquoi ces critiques? Où est-ce que les philosophes veulent en venir? Est-ce qu'ils veulent nous dire qu'il faut arrêter les progrès technologiques, qu'il faut abandonner la technologie, que les nouvelles technologies c'est mal? Non, ce n'est pas ça que les philosophes veulent dire. Ce qu'ils veulent, c'est qu'on s'interroge. La question n'est plus sommes-nous capables de réaliser telle ou telle prouesse? Nous savons aujourd'hui que grâce à la technologie, nous sommes quasiment capables de tout. La question aujourd'hui, c'est est-ce souhaitable de mettre au point telle ou telle technologie? Autrement dit, nous devons nous poser la question à chaque innovation technologique, est-ce que ça vaut le coup? Quel rapport elle va induire entre nous et le monde? Est-ce qu'elle va respecter la dignité de notre être ou est-ce qu'elle va aller dans le sens d'un mélange, d'une confusion? Il faut se poser des questions parce que toutes les innovations technologiques ne sont pas forcément souhaitables. Voilà, c'est la fin de cette première partie pour ce cours sur les critiques des conceptions qui fondent la technoscience.